À l'approche du départ de la course, les spectateurs affluent. Certains sont arrivés très tôt ce matin pour s'installer au premier rang. En début d'après-midi, le caméraman amateur s'est installé devant les tribunes, face au stand. C'est le meilleur endroit pour observer l'arrivée des voitures. On reconnaît les Jaguars. Et voilà les Mercedes, avec nos Boer qui marchent à leur côté. Ils circulent librement dans les stands. Chez Mercedes, on vérifie la mécanique une dernière fois avant le départ. L'atout majeur de ces derniers modèles, ce sont ces aérofreins, conçus pour mieux ralentir dans les virages. Une réponse à Jaguar qui est arrivée il y a 2 ans sur le circuit avec des freins à disque révolutionnaires. Il est presque 16 heures, l'heure du grand départ. Tout le monde a déserté la piste, à part certains membres de l'organisation, et debout, face à leur voiture, de l'autre côté du circuit, les pilotes attendent. Au signal, ils vont courir vers leur voiture garée en épi. C'est le légendaire départ des 24 heures du Mans. Un moment de grande tension qui fait le bonheur des caméramans. Déjà, en 1926, le départ en épi avait été adopté. L'idée était que les voitures ne démarrent pas toutes en même temps pour éviter des accidents. Mais pas seulement. L'idée était aussi que le public puisse bien voir les pilotes installer les capotes de leur voiture avant de démarrer. Revenons en 1955. Depuis longtemps, il n'y a plus de capote à installer, mais le départ en épi est resté. C'est un des moments les plus attendus de la course, l'un des plus filmés. Après 2 heures de course, le duel attendu entre Fangio et Hawthorne, entre Mercedes et Jaguar, a bien lieu. Jamais les bolides ne sont allés aussi vite et à chaque tour, les records tombent. On dépasse les 190 km/h de moyenne avec des vitesses de pointe qui approchent les 300 km/h. Mais la plupart des voitures ne peuvent pas suivre. Les différences d'allure sont l'une des causes profondes du drame qui se prépare. Au 34e tour, la plupart des voitures se sont déjà arrêtées pour faire un nouveau plein d'essence. Des instants très attendus par les caméramans postés à proximité des stands. À la 147e minute de l'épreuve, l'un d'entre eux, Jean-Jacques Rebuffa, déclenche sa caméra. Au pied des tribunes, la panique est totale. C'est l'endroit du circuit où il y a le plus de public, où la foule est la plus dense. L'accident vient de faire un nombre terrifiant de victimes. Le bilan sera de plus de 80 morts et 140 blessés. Du côté des stands, personne n'a idée de l'ampleur de la catastrophe qui vient de se produire. Ce qui attire d'abord l'attention, c'est cette voiture en flammes. La Mercedes de Pierre Levègue. Il est mort sur le coup. Très vite, les premiers secours sont donnés et un début d'organisation se met en place pour évacuer les blessés et les morts. Pendant ce temps, les bolides passent un peu moins vite, mais continuent à tourner sur le circuit. Mais que s'est-il passé avec la Mercedes de Levègue? Comment cet accident a-t-il pu faire autant de victimes? Revoyons beaucoup plus lentement les premières images de l'accident. Le caméraman a filmé les débris de la voiture projetés à une vitesse folle vers les gradins. Là, ce sont des roues. Et là, ce sont peut-être des aérofreins. Ce sont ces pièces,
et d'autres qui ont fauché les spectateurs dans les gradins. Jean-Jacques Robuffa n'est pas le seul à filmer l'accident. Un caméraman de British Pathé a fait des images presque au même moment. Voici comment elles ont été montrées dans les salles de cinéma en Grande-Bretagne. Revoyons-les à une autre vitesse. Pendant que la Mercedes de Levègue fait un tonneau et se disloque, une autre voiture dérape en travers de la piste vers les stands. Pourquoi ? Regardons d'autres images de la scène. Revoyons-les plus lentement. Cette voiture que l'on voit passer, c'est la numéro 6, la Jaguar de Mike Hawthorne. L'autre voiture, c'est celle qui vient de déraper, une Austin. Ces deux véhicules sont à l'origine d'un accrochage qui n'a été filmé par aucune caméra. Voilà ce qui est arrivé quelques secondes plus tôt. L'Austin numéro 26 est doublée par la Jaguar de Mike Hawthorne, qui se rabat devant elle et freine pour s'arrêter à son stand. L'Austin fait un écart brutal pour l'éviter. La Mercedes numéro 20 grimpe sur l'Austin et décolle vers le talus. La suite a été filmée pendant quelques instants par 3 caméras. Mais pourquoi la Mercedes de Pierre Levègue se disloque-t-elle de cette façon ? Parce qu'elle a percuté un muret en béton et que le choc a provoqué sa dislocation. Quant à l'Austin numéro 26, elle fauche 3 personnes devant les stands, rebondit contre les fascines et dérape à nouveau de l'autre côté du circuit en direction des tribunes avant de s'arrêter. Pour de nombreuses personnes qui viennent d'assister au drame, tout est de la faute de Mike Hawthorne et de sa Jaguar numéro 6. Regardons une dernière fois les trajectoires complètes de chaque véhicule au moment de l'accident. L'Austin roule à près de 190 km/h. La Jaguar la double à 240 km/h, se rabat devant elle et réduit considérablement son allure. L'Austin freine et s'écarte brutalement pour éviter une collision. La Mercedes, qui arrive à 240 km/h, grimpe sur l'Austin, décolle et percute le muret, se disloque et explose sur le talus. Quant à l'Austin, elle dérape vers les stands, rebondit et dérape à nouveau en travers de la piste. Pendant ce temps, la Jaguar roule dans la zone de ravitaillement, rate son stand et s'arrête un peu plus loin avant de repartir pour un tour. Tout s'est passé en 4 secondes et sur à peine 200 mètres. Après un ralentissement pendant plusieurs tours, la course reprend de plus belle. À plus de 200 mètres, les spectateurs ne se doutent pas de la gravité de la situation. Ceux qui sont plus loin ne s'aperçoivent de rien. Une première annonce officielle, mais encore imprécise, sera faite dans la nuit. Et c'est seulement le lendemain que la presse va révéler l'ampleur de la catastrophe. Quelques jours plus tard, la plupart des Français découvrent ces images au cinéma. En 1955, encore peu de gens ont la télévision. Les secours s'organisent spontanément. Un prêtre même apporte les derniers réconforts ou la bénédiction de la foi. Tout devient hallucinant. 20, 40, 50, 80 morts, sans blessés graves. La Mercedes du malheureux Levègue se désintègre littéralement, criblant encore tout l'alentour d'éclats de magnésium. Durant près de 3 heures, les ambulances, les sauveteurs, les brancardiers transporteront les victimes vers les hôpitaux par les routes heureusement restées libres parce que la course continue. Revenons à des images prises sur les lieux moins d'1 heure après l'accident. La carcasse de la Mercedes de Levègue se consume encore et les derniers objets sont ramassés. Près d'1 heure du matin au stand Mercedes, Noboer discute avec Fangio. Comme toujours pendant les courses, Noboer a des chronomètres pendus autour du cou. À l'évidence, il n'en a que 2 à portée de main. Mais il y a aussi un 3e cordon qui dépasse de cette poche. Probablement le cordon d'un 3e chronomètre, celui de la Mercedes de Levègue.
Ce n'est qu'un peu plus tard, vers les 2 heures du matin, que Neuboer va exécuter l'ordre de sa direction à Stuttgart de retirer son écurie de la course, en signe de deuil. Le stand Mercedes est vide. L'équipe est rentrée à Stuttgart et il faudra attendre plus de 30 ans pour que leur voiture revienne sur le circuit. Peu après 16 heures, la Jaguar de Mike Hawthorne franchit la ligne d'arrivée. Il remporte la course. Offre des sourires aux photographes et aux caméramans. Ils ne savent pas grand-chose de l'accident. Une partie de la presse va désigner Mike Hawthorne comme le grand coupable et retourner avec violence ces images contre lui. A set of still photographs taken from the original film footage. This series of pictures offers a unique perspective, looking directly at the oncoming colliding cars. When reconstructed as a moving image, this sequence shows how rapidly events unfolded and how the disaster was triggered. As the lead cars approached the end of lap 35, Mike Hawthorne started to move over. Overtaking Macklin's slower car, Hawthorne began to decelerate, ready to refuel. He was now in front of Macklin. Macklin kicked up some dust, either from locking his brakes or from drifting onto the grass verge. At this point, LeVay was bearing down on Macklin, aware that Fangio was behind. He would know this is no time to slow the lead Mercedes. Macklin then swerved to his left, crossing the central line, apparently out of control. Macklin started to correct his course, but was hit immediately by Pierre LeVay, racing at 150 miles per hour. LeVay had no time to respond, and drove up the slope back of Macklin's Austin Healey. This acted as a ramp, and LeVay's Mercedes was launched towards the crowd. Using a scale 3D model of the track, as it was in 1955, we can see that the catastrophe was caused by more than just the actions of the drivers. Firstly, the pit straight was narrow, merely 3 cars across, with the pits not separated from the track. Secondly, it was a place where some cars were slowing to go into the pits, while others continued racing full throttle, and so had to overtake. Both these factors created congestion at high speeds. Thirdly, there was a slight bend in the track, here. The nature of this is seen clearly in this photo. At slow speed, this bend would be unnoticeable. But at race speeds, this was a serious bend for the drivers, which may explain why LeVay did not move to his left to avoid Macklin. Fourthly, the popular main grandstand was right on the outside of this bend. Between the speeding cars and the spectators, there was only a chest-high wattle and earth barrier. Any car out of control at this point had nowhere to go but into the crowd. When Le Mans was conceived in 1923, the cars averaged 55 miles per hour and the track was relatively safe. 30 years later, the cars were capable of speeds in excess of 190 miles per hour, yet the track had remained virtually the same. The cars had outgrown the track. A tragedy was perhaps inevitable. Even today, there is still no confirmed death toll. Estimates range from 80 to 120 dead. The 1955 Le Mans disaster went on to shape and scar the lives of many of those involved. Mercedes soon stopped racing for over 30 years. The Jaguar Works racing team was closed down a few months later, not returning to Le Mans as a factory team for over 30 years.